25% de la population chinoise est confinée, évidemment, ce n'est pas sans conséquence sur la bonne marche de l'activité et de l'économie mondiale. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Est-ce qu'il y a matière ou pas à s'inquiéter quand on voit tous ces confinements dès qu'un cas est détecté, voilà, je l'ai dit, un quart de la population chinoise, correspondant quand même à 40% du PIB, donc c'est là on se rend compte que c'est pas rien. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a matière, encore une fois, à s'alarmer de l'impact que ça peut avoir sur les chaînes d'approvisionnement, sur le ralentissement de la demande chinoise et donc de la croissance chinoise. Il y a des questions là quand même. Oui, évidemment, mais j'ai l'impression que vous avez déjà apporté les réponses. Comme je vous le disais il y a une quinzaine de jours, on a véritablement un alignement de sujets qui sont inquiétants pour l'économie mondiale, et évidemment par extension pour les marchés financiers mondiaux. Puisque évidemment on est dans une situation déjà tendue avec l'appréciation des prix des matières premières qui sont liés moins à des facteurs d'augmentation de la demande qu'à des facteurs en fait de tension sur l'offre. Je rappelle de là d'où on vient, à savoir des chaînes d'approvisionnement qui étaient déjà tendues, voilà, qui étaient déjà limites pour pouvoir adresser la demande mondiale. Donc naturellement le confinement ça met encore un peu plus la pression sur ces chaînes d'approvisionnement, donc ça pousse encore les prix vers le haut, les coûts à la production vers le haut, dans un moment où eh bien on est face à une exacerbation en fait de ce phénomène-là à travers en fait l'effet et l'impact évidemment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc on a vraiment un facteur d'exacerbation à un moment où ça tombe le plus mal pour l'économie mondiale. On a déjà un conflit international, on a déjà des prix des matières premières qui sont tirés vers le haut, et bien ça met encore un peu plus la pression sur les prix. Et évidemment quand on dit ça met la pression sur les prix, à travers la tension sur les chaînes d'approvisionnement, ça met bien évidemment une pression supplémentaire sur les banques centrales. Et c'est peut-être là le nerf de la guerre, c'est qu'en réalité, cette stratégie du zéro Covid, elle met encore un peu plus dans une situation inconfortable nos banquiers centraux sur lequel, je dirais, repose aujourd'hui presque l'avenir de l'économie mondiale et des marchés financiers dans un horizon de court et moyen terme. Ouais, c'est vrai que peu de Chinois, il faut expliquer, peu de Chinois sont vaccinés, et donc on a Pékin qui s'arc-boute sur cette stratégie zéro Covid. On a le reste du monde qui vit aujourd'hui avec le virus, mais la Chine qui s'accroche donc à cette stratégie-là. Il y a beaucoup de politique derrière. C'est inadapté, encore une fois, face à Omicron. On a quand même 25 millions de personnes qui sont enfermées chez elles depuis un mois à Shanghai, manifestement avec peu de résultats tangibles en termes sanitaires. Alors là pour le coup, c'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Je vous dirais pas est-ce que c'est adapté ou pas. Ce qu'on constate effectivement, c'est que la Chine, ça, par contre, là où c'est mon domaine, des conséquences majeures sur l'économie chinoise et donc sur sa trajectoire. On a eu les chiffres du premier trimestre, une croissance c'était 4,8, je crois 4,5 ou 4,8 de croissance en Chine au premier trimestre, mais bon, ça ne prend pas bien en compte ces confinements. Oui, évidemment, en fait, les chiffres du second trimestre en fait sont mauvais, sont même très très mauvais. Il y a un effondrement, ce qui est logique, un effondrement de la demande chinoise, ce qui est logique quand on est confiné. Mais oui, on l'a déjà vécu. Donc, ce ne sera que la reproduction, enfin, aux mêmes causes, les mêmes effets. Ça ne sera que la reproduction ce qu'on a connu par le passé, peut-être en pire même, puisqu'on est quand même dans un climat, encore une fois, de prix des matières premières qui est plus élevé que lorsqu'on avait connu les premiers confinements. Après, quand la Chine ralentit, souvent les matières premières se dégonflent un peu aussi. Parce que la demande mondiale ralentit, sauf que, et évidemment, c'est le propos qu'on vous tient depuis maintenant pas mal de temps. Si l'augmentation des prix aujourd'hui était liée simplement à une demande qui était forte, eh bien, naturellement, le ralentissement de l'économie mondiale actuelle pilotée par la Chine nous amènerait avec des prix plus faibles. Sauf que l'augmentation des prix des matières premières n'est pas liée à un sujet de tension entre le rapport à l'offre et la demande, mais liée en fait à des craintes sur les approvisionnements. Donc malheureusement, on a moins d'effets que dans un cycle économique classique sur les prix des matières premières liés à un affaiblissement de la demande. Donc il ne faut pas s'attendre à une baisse forte, et on le voit d'ores et déjà, puisque là, ce que vous évoquez là, la baisse de la demande, le ralentissement de l'économie mondiale, c'est déjà là. Et pourtant, les prix du pétrole sont toujours au-dessus de $100. Ouais, parce que ce n'est pas lié à la demande, c'est lié à l'offre. C'est ce qu'il y a de plus dangereux, encore une fois, puisque malheureusement, normalement, dans un cycle économique normal, lorsque la demande ralentit, eh bien naturellement, les prix des matières premières ralentissent, et donc ça redonne des marges de manœuvre. Ça remet du carburant, excusez-moi en fait l'analogie, mais ça remet du carburant dans l'économie et ça repart comme ça. Alors que là, on est face à une demande qui ralentit. C'est terrible ça. Mais des prix des matières premières qui restent extrêmement élevés et donc, encore une fois, qui mettent la pression sur les banques centrales et sur leur capacité à maîtriser l'inflation. Donc tout ça, évidemment, Pardon ? Je pensais à la Banque centrale chinoise aussi. Et est-ce que Pékin, d'ailleurs, a les moyens de soutenir son économie, ou c'est des mesures qui sont inefficaces, encore une fois, quand les gens sont confinés chez eux ? Non,
Elle peut le faire avec le risque, encore une fois, que le pays fois. soit entièrement, quasiment à l'arrêt dans quelques semaines. Si cette stratégie de zéro Covid se poursuit, on a déjà encore une fois un quart de la population qui est enfermée. Est-ce que la Banque centrale chinoise a les moyens de... La réponse est oui, tout comme nous l'avons. À partir du moment où vous décidez de mettre sous cloche votre économie et de substituer à la demande privée de la demande publique, tel qu'on l'a fait nous, en réponse première à la crise sanitaire, elle peut le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne parle plus de la Chine selon nos standards, nous. On ne considère plus la Chine comme un pays émergent, mais comme un pays émergé, puisqu'elle a la capacité justement à régler ses problèmes par elle-même. Elle est devenue autonome, y compris sur le front de la politique monétaire. Mais ce qui nous intéresse, nous, au premier chef, c'est pas tellement elle. La Chine ne va pas s'effondrer, va pas disparaître. Il y a juste un élément quand même qu'il faut avoir en tête, c'est la tension sociale qui parcourt le pays, mais pas que depuis quelques semaines, en lien au confinement. On a vraiment une tension sociale qui émerge depuis maintenant 2 ans en Chine, et les pouvoirs publics essayent d'y répondre, avec la mise en place d'une stratégie de meilleure distribution de la valeur ajoutée, de reprise en main des grands acteurs économiques privés qui avaient pris trop de place jusqu'à maintenant, en donnant des gages à la population. Il est vrai que le confinement, ça met encore un peu plus sous pression les autorités actuelles, qui seraient susceptibles de commettre une erreur en fonction de ça, puisque évidemment la grogne est très forte parmi les Chinois qui sont confinés et qui sont victimes du coup au fallout de cette stratégie du zéro Covid. Donc attention, on est vraiment face à un contexte assez incertain et qui vient rajouter du stress au stress, puisqu'évidemment on reste dans un contexte de guerre en Europe qui génère déjà beaucoup d'incertitudes. Mais sur la Chine, encore une fois, sur ces tensions sur les chaînes d'approvisionnement de l'économie mondiale, on est au-devant encore de grosses complications là. C'est compliqué. C'est compliqué d'y voir clair. C'est compliqué de voir une issue quand on est en pleine difficulté. Dans certaines usines, les salariés dorment carrément sur place pour permettre aux usines de continuer à tourner. Stratégie évidemment très chinoise, puisque c'est pas en Europe qu'on aurait vu ça. Donc encore une fois, je répète, il ne faut pas s'inquiéter pour la Chine. La Chine ne va pas s'effondrer. C'est un pays émergé, c'est un pays aujourd'hui qu'on peut considérer comme riche, c'est un pays autonome d'un point de vue notamment financier, et ça c'est un atout évidemment majeur, mais par contre, son ralentissement, il va peser sur le reste du monde. C'est plus son impact sur le reste du monde qui nous inquiète que l'avenir de la Chine. Si les gens donc épée de Damoclès de plus pour les marchés. Encore une fois, entre les hausses de taux, tout ça est lié, la guerre en Ukraine et encore une fois cette stratégie zéro Covid et ses conséquences sur le reste du monde, c'est encore une fois une épée de Damoclès de plus pour les marchés. Mais pour les marchés et pour les économies aussi européennes, tout ça est lié. Puisque ça génère une appréciation des taux d'intérêt et il ne faut pas sous-estimer la sensibilité de nos économies aux hausses de taux, au regard des stocks de dettes, qu'elles soient publiques ou privées, que nous avons accumulés. Donc c'est un impact. Donc j'ai presque envie de vous dire, malheureusement, la Chine se transforme presque, est en train de mettre en place la stratégie américaine où ses propres problèmes, ses propres stratégies internes vont plus avoir un impact à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur. En gros, malheureusement, et souvent les victimes de cela, c'est la plupart du temps les pays européens. Donc, en l'occurrence, c'est encore le cas. Cette fois, c'est pas les États-Unis, c'est la Chine qui nous exporte ces difficultés actuelles. C'est leur question, mais c'est notre problème. On disait ça à propos du dollar américain. Je note en tout cas, puisque vous parlez de dette, Pierre Sabatier, que la France, quand on regarde le cumul des dettes publiques et privées, il y a un chiffre que j'ai vu passer dans les Échos, est assez inquiétant sur la France, sur la dette des agents privés et publics qui est très très élevée. Oui. Alors, c'est pas le sujet du jour, c'est pas le sujet du jour, mais c'est pas le sujet du jour, et c'est vrai que c'est un sur la élément sensibilité important. de nos économies au taux d'intérêt quand on a autant de dettes. Le taux d'intérêt qui est très élevé, et malheureusement, si la France, et vous avez raison de le noter, parce que vous savez, dans notre monde, on a souvent un biais d'ancrage, c'est-à-dire que on pose un diagnostic à un moment donné, on le considère vrai ad vitam aeternam. Et ça, c'est une erreur, puisque notamment sur la sphère de la dette privée, la France était un très bon élève au niveau mondial en 2000. La France était un élève moyen en 2008-2009. Mais depuis, la quasi-totalité des pays dans le monde ont vu un désendettement privé s'opérer. Sauf quel pays? La France, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous faites le cumul de dette publique plus dette privée, la France on est à 360% du PIB de mémoire. Voilà, et la France est donc parmi les pires élèves du monde. Donc attention, si nous étions jusqu'à il y a un certain temps des bons élèves en termes de dette privée, aujourd'hui nous ne le sommes plus. Et donc ça exacerbe simplement la sensibilité de notre modèle économique, évidemment, aux taux d'intérêt qui seront les nôtres à l'avenir. Donc là encore, la France pour le coup n'est pas, on va dire,
immunisé Oui. contre l'augmentation des taux d'intérêt qu'on constate aujourd'hui dans les marchés. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, salut. Merci David. Ciao.